À 17 ans, ma famille m'a mis à la porte après que ma cousine m'a faussement accusé d'agression sexuelle. Des années plus tard, elle a essayé de me faire chanter pour de l'argent en disant « Tu me dois bien ça pour ne pas t'avoir complètement ruiné. Tu devrais être reconnaissant et me payer. » Alors, j'ai sorti l'artillerie lourde et j'ai détruit sa vie. Bon, Reddit. Quand j'avais 17 ans, ma cousine de 15 ans s'est fait attraper par ses parents alors qu'elle faisait le mur pour aller faire la fête avec des types plus âgés. Ensuite, elle m'a accusé de harcèlement pour sauver ses propres fesses. Ma propre famille m'a tourné le dos et m'a jeté dehors. 13 ans plus tard, alors que j'avais bâti ma propre entreprise à partir de rien, elle a essayé de me faire chanter pour 46 000 €. Alors, j'ai tout fait sauter et j'ai regardé son monde brûler pendant que je continuais à construire le mien. Prenez un truc à manger, parce que ça va être intense. Moi, homme de 32 ans, j'en avais 17 quand tout a implosé. Je travaillais à temps partiel dans une carrosserie à Phoenix, gagnant environ 7,50 € de l'heure. Novembre 2010, un jeudi soir. Je venais de finir de remplacer les plaquettes de frein de la Lexus d'une dame et je suis rentré vers minuit. Ma cousine Ashley vivait à 3 maisons de là avec ma tante et mon oncle. 15 ans, équipe de volley-ball du lycée, conseil des élèves. En gros, l'enfant prodige de la famille. Ce soir-là, elle avait séché les cours avec un élève de terminale qu'elle essayait d'impressionner. Elle s'est fait surprendre en train de l'embrasser dans sa voiture sur le parking du centre commercial par un ami de la famille, qui a immédiatement appelé ses parents. J'étais dans ma chambre en train de jouer à Call of Duty quand j'ai entendu les cris. La fenêtre de ma chambre donnait sur leur maison et tout le quartier pouvait entendre mon oncle péter complètement les plombs. Ma tante pleurait si fort que je pouvais distinguer ses mots à travers la vitre. La crise classique de gens riches découvrant que leur enfant n'est pas parfait. J'ai monté le son de mon casque et je me suis remis à jouer. Puis mon téléphone a explosé. Ma mère a fait irruption dans ma chambre sans frapper. Descends tout de suite. La façon dont elle me regardait, c'était comme si j'avais déjà fait quelque chose de mal. En bas, mon oncle et ma tante étaient assis sur notre canapé. Ashley était à côté d'eux, le mascara coulant sur son visage, tremblant comme si elle avait été témoin d'un meurtre. Mon père se tenait dans un coin, les bras croisés. Ce regard sur son visage, comme s'il s'apprêtait à voir quelqu'un se faire botter les fesses et que ça lui convenait parfaitement. « Dis-lui ce que tu nous as dit », a dit mon oncle à Ashley, la voix glaciale. Ashley m'a regardé avec ses grands yeux humides. « Je suis désolé, Walter. Je ne voulais rien dire. J'avais peur. Mon estomac s'est noué. Il m'envoie des SMS, a-t-elle dit, sa voix n'étant qu'un murmure. Depuis des mois. Il dit des choses. Des choses sexuelles. Aujourd'hui, quand j'ai séché les cours. C'était parce qu'il menaçait de montrer des captures d'écran à tout le monde si je ne le retrouvais pas, la pièce s'est mise à tourner. C'est n'importe quoi, ai-je dit. Je n'ai même pas son numéro. Elle nous a montré les messages, a dit ma tante. Ton numéro, ton nom, tout. Alors elle les a falsifiés. Je ne lui ai jamais rien envoyé, bon sang. Mon oncle s'est levé. Tu traites ma fille de menteuse? Ouais. Ouais, c'est ce que je fais. Il s'est approché de mon visage. Un M88, ancien secondeur universitaire, les veines saillantes dans le cou. Espèce de petit détraqué. C'est ta cousine et elle a 15 ans. Je n'ai rien fait. Mon père a fini par intervenir. Montre-moi ton téléphone. Quoi? Ton téléphone. Maintenant. Je l'ai sorti et je le lui ai tendu. Il a fait défiler mes messages pendant que tout le monde regardait, cherchant la preuve de quelque chose qui n'existait pas, il a pu les effacer, a dit Ashley doucement. Et juste comme ça, coupable. Peu importait ce que mon téléphone montrait. Peu importait que je puisse expliquer où j'étais quand ces SMS étaient censés avoir été envoyés. Ma mère pleurait maintenant. Pas pour moi, mais pour Ashley, pour le traumatisme que cette pauvre fille innocente avait soi-disant subi aux mains de son cousin prédateur. Fais tes valises, a dit mon père. Tu ne dormiras pas sous ce toit ce soir. Papa, je ne veux rien entendre. Il a jeté mon téléphone sur ma poitrine. Tu as 30 minutes. Prends ce qui rentre dans ta voiture. Tout le reste partira chez Emmaüs demain. J'ai regardé ma mère. Elle ne voulait même pas croiser mon regard. 30 minutes.
17 ans de vie condensés dans ce qui tenait dans un sac à dos et 2 sacs poubelles. Des vêtements, ma Xbox, quelques outils que j'avais achetés avec mon propre argent, et les 370 € que j'avais économisés grâce à mon travail. J'ai laissé mon lit, mon bureau, mes posters, mon enfance, j'ai laissé ma foutue famille. J'ai conduit jusqu'au parking d'un Walmart et j'ai dormi dans ma Civic de 2004 cette nuit-là. Je me suis réveillé avec des SMS de mon père disant que j'étais officiellement coupé des vivres. Plus de fonds pour l'université, plus d'assurance maladie, plus de famille, juste disparu. Le lundi matin, tout le monde savait. Mon patron à l'atelier de carrosserie ne m'a pas viré directement, il a juste arrêté de me mettre sur le planning. Ma petite amie, Emma, a cessé de répondre à mes SMS. Mes potes du lycée ont agi comme si je n'existais pas. Les petites villes sont comme ça. Une accusation et vous êtes fini. Peu importe si c'est vrai. L'histoire est écrite et vous ne faites que la vivre. J'ai tenu 2 semaines de plus à Phoenix. 2 semaines où les gens me fixaient à l'épicerie. 2 semaines où d'anciens amis traversaient la rue pour m'éviter. 2 semaines à être traité comme un délinquant sexuel à 17 ans. La goutte d'eau a été quand quelqu'un a rayé le mot « pervers » sur la portière de ma voiture à la salle de sport. Je suis sorti des vestiaires pour trouver l'insulte gravée profondément dans la peinture. Entouré de gens qui avaient certainement vu qui avait fait ça, mais qui soudainement ne se souvenaient de rien. Ce soir-là, j'ai retiré mes 370 €, j'ai fait le plein et j'ai dirigé ma voiture vers l'est. Je n'ai jamais regardé en arrière. Il s'est avéré que vivre dans sa voiture à 17 ans était exactement aussi merdique que ça en a l'air. Je suis arrivé à Albuquerque en premier. J'y ai passé 3 jours avant de réaliser que c'était trop proche. Trop de plaques d'immatriculation de l'Arizona. Trop de risques de tomber sur quelqu'un qui connaissait quelqu'un de chez moi. J'ai continué à conduire. J'ai atterri à Austin, au Texas, avec 45 € en poche et un quart de réservoir d'essence. Austin était parfait, assez grand pour disparaître. Assez jeune pour que personne ne questionne un adolescent qui se démène pour du liquide. Assez bizarre pour qu'être un solitaire ne vous rende pas suspect. Le premier mois a été rude. Je dormais dans ma voiture derrière une salle de sport ouverte 24h24 où j'avais un abonnement mensuel à 9 € juste pour les douches. Je mangeais tout ce que je pouvais me permettre dans les menus à 1 €. Je faisais des petits boulots trouvés sur Craigslist, déménager des meubles, creuser des fossés, n'importe quoi payé en liquide. Mais j'étais libre. Personne ne me connaissait ici. Personne ne changeait de trottoir en me voyant. Personne ne me traitait de prédateur. J'ai décroché un boulot régulier sur un chantier de construction après quelques semaines. Le patron se fichait de mon âge tant que j'arrivais à l'heure et que je travaillais dur. Payé en liquide tous les vendredis. Pas de question. Au bout de 3 mois, j'avais économisé assez pour louer une chambre dans une maison avec 4 autres gars. 185 € par mois pour un matelas par terre et l'accès à une salle de bain. Ça ressemblait à du luxe après la Civic. J'ai passé mon équivalent du bac à 18 ans. J'ai commencé à suivre des cours du soir au collège communautaire. Gestion d'entreprise, comptabilité, économie de base. J'étais bon avec les chiffres. Je l'avais toujours été. Le jour, je travaillais dans la construction. La nuit, j'étudiais. Les week-ends, j'ai commencé à revendre des trucs sur Craigslist et eBay. J'achetais des appareils électroniques cassés, je les réparais, je les revendais avec profit. J'ai acheté une Xbox cassée pour 18 €, remplacé un composant trouvé sur Amazon pour 4,50 €, et je l'ai revendu 75 €. De l'argent facile si vous aviez le temps et la patience. En 1 an, j'avais un système. Faire le tour des prêteurs sur gage et des friperies pour trouver des appareils électroniques sous-évalués. Réparer ceux qui n'allaient pas. Les mettre en ligne. Les expédier. Et recommencer. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. En 2013, j'ai emménagé dans mon propre studio. Petit comme tout, mais il y avait un vrai lit, une cuisine et les affaires de personnes d'autres partout. J'avais l'impression d'être dans un manoir. J'ai continué à revendre de l'électronique mais j'ai changé d'échelle, ordinateur portable, console de jeux, téléphone, j'ai commencé à acheter en gros dans des enchères de liquidation. Certaines semaines, je dégageais 1800 € de bénéfices nets. C'est là que j'ai réalisé que je pouvais transformer ça en quelque chose de réel. J'ai enregistré une SARL en 2015.
Torres Electronics Repair and Resale. J'ai pris un petit entrepôt. J'ai embauché mon premier employé, un gamin nommé Liam, qui était doué avec les ordinateurs. L'entreprise a grandi plus vite que prévu. Il s'avère qu'il y a une énorme demande pour l'électronique reconditionnée si vous fixez le bon prix et que vous réparez vraiment les choses correctement. En 2018, nous avions 6 employés et des contrats avec plusieurs entreprises locales pour leur réparation technologique. Les relations amoureuses étaient compliquées. Difficile de construire quelque chose de vrai quand on est constamment paranoïaque à l'idée que son passé nous rattrape. Je sortais avec des filles, j'ai eu quelques relations qui ont duré quelques mois, mais je gardais toujours les gens à distance. Je ne laissais jamais personne s'approcher assez pour poser trop de questions sur ma famille ou pourquoi je ne leur parlais jamais. Puis j'ai rencontré Hazel en 2022. Elle était intelligente, drôle et ne se laissait pas marcher sur les pieds. Elle m'a invité à sortir en premier, ce qui a pratiquement scellé l'affaire. Hazel savait que je ne parlais pas à ma famille. Je lui ai dit que nous nous étions brouillés quand j'étais plus jeune et je m'en suis tenu à ça. Elle n'a pas insisté. Elle a dit que tout le monde a des choses dont il ne veut pas discuter. Nous avons emménagé ensemble après 6 mois. Nous nous sommes fiancés au bout d'1 an. Mon entreprise se portait bien, rapportant environ 275 000 € de bénéfices par an. J'avais acheté une maison, un camion correct, j'avais de l'argent à la banque. Pas riche, mais confortable. Plus que confortable. J'avais foutrement gagné. J'étais parti de rien à 17 ans et j'avais construit tout ça tout seul. Pas d'argent de famille, pas de fonds pour les études, pas de filet de sécurité. Juste moi et mon refus de laisser les mensonges d'Ashley définir ma vie. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli l'envoyer sur messagerie, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô, Walter. Walter Torres. La voix était plus âgée, mais je l'ai reconnue instantanément. Ashley. Mon sang s'est glacé. Mauvais numéro. Attends, ne raccroche pas. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. C'est important. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû bloquer le numéro. J'aurais dû jeter mon téléphone dans cette maudite rivière. Au lieu de ça, j'ai dit, comment as-tu eu ce numéro? Je te cherchais depuis des années, en fait. Ça a pris une éternité, mais je t'ai finalement trouvé grâce à l'enregistrement de ton entreprise, Torres Electronics. Plutôt prospère d'après ce que je peux voir. J'ai serré la mâchoire. Qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu dire que tu t'étais fiancé. Félicitations. Sa voix avait ce côté tranchant. Pas amical. Hazel, c'est ça? Elle est jolie. Est-ce que tu es en train de me harceler, bordel? Écoute, je suis dans une très mauvaise passe en ce moment, Walter. J'ai 2 enfants, 2 pères, mais tous 2 sont des déchets inutiles qui ne paient pas de pension alimentaire. Je travaille à temps partiel dans un spa médical, mais le loyer ne cesse d'augmenter et la crèche coûte une fortune. Je me noie ici. J'ai besoin d'aide. La famille qui aide la famille, tu sais. J'ai littéralement ri. Tu veux de l'argent? Je pensais que 46 000 € me permettraient de me remettre sur pied. Paiement de la voiture, rattraper les factures, peut-être une caution pour un meilleur appartement. Ce n'est pas grand-chose pour quelqu'un qui dirige une entreprise prospère. Tu es folle. Ah bon? Parce que j'ai toujours ces captures d'écran. Celles de l'époque où tu me harcelais. J'ai tout gardé, Walter. Et tu sais ce qui est dingue? Elles intéresseraient probablement beaucoup Hazel. Je parie qu'elle ne sait rien de ton passé. De ce que tu as fait à ta cousine de 15 ans. La rage m'a frappé comme un train de marchandises. 13 foutues années à construire une nouvelle vie et elle était là, menaçant de tout détruire à nouveau. Hazel ne te croirait pas, ai-je dit, essayant de garder une voix stable. Tu es sûr de ça? Je suis très convaincante. J'ai eu beaucoup d'entraînement et honnêtement, avec 2 enfants à nourrir et des factures qui s'empilent, je n'ai rien à perdre. Toi, en revanche, tu as tout à perdre. Belle entreprise, belle maison, jolie fiancée. Ce serait dommage que tout s'effondre. Va te faire foutre, Ashley. 46 000 € avant la fin du mois où j'envoie tout à Hazel, à tes partenaires commerciaux et à tous ceux qui pourraient se soucier du fait que Walter Torres n'est pas tout à fait le type respectable que tout le monde pense. C'est ton choix. Elle a raccroché. Je suis resté assis là,
fixant mon téléphone, les mains tremblantes. Après tout ça. Après plus d'une décennie à construire quelque chose à partir de rien, après avoir enfin trouvé quelqu'un qui me rendait heureux, cette femme allait vraiment essayer de tout brûler pour 46 000 balles parce qu'elle ne savait pas garder ses jambes fermées et qu'elle avait choisi des pères bons à rien. Je ne l'ai pas dit à Hazel. Je pensais qu'Ashley bluffait. Je pensais. 3 jours plus tard, Hazel est rentrée tôt du travail. J'étais dans le garage en train de réparer un ordinateur portable quand elle est entrée. L'expression sur son visage, froide, dégoûtée, horrifiée. J'ai su immédiatement. Hazel, ne. Elle a levé son téléphone. Une femme nommée Ashley m'a envoyé un message très intéressant avec des captures d'écran de toi la harcelant sexuellement quand elle avait 15 ans. C'est faux. Tout ça. Elle ment. Elle a dit que tu dirais ça. Elle a dit que tu fuyais ça depuis des années. Que toute ta famille t'avait renié à cause de ce que tu avais fait. Parce qu'elle a menti. Je n'ai jamais envoyé ces messages. Je ne lui ai jamais rien fait. Elle a tout inventé pour sauver ses fesses et maintenant elle essaie de me faire chanter pour de l'argent. L'expression d'Hazel n'a pas changé. Tu n'as jamais mentionné que tu avais une cousine. Tu n'as jamais mentionné avoir été mis à la porte à 17 ans. Tu n'as jamais mentionné tout ça. Parce que c'était des mensonges. Parce que j'ai passé plus de 12 ans à construire une vie loin de cette famille toxique et de cette manipulatrice menteuse. Arrête. Elle a secoué la tête. Tu sais quoi? Je savais que quelque chose clochait. Je savais qu'il y avait quelque chose que tu ne me disais pas. Je ne pensais juste pas que c'était ça. Tu la crois elle plutôt que moi. Je crois les preuves plutôt que tes excuses. C'est ce que je fais. Quelles preuves? De fausses captures d'écran qui peuvent être créées en 5 minutes? C'est là-dessus que tu te bases? Tu n'as aucune relation avec ta famille. Tu ne parles jamais de ton passé. Tu tressailles chaque fois que quelqu'un demande où tu as grandi. J'ai toujours pensé que c'était juste un drame familial. Mais ça explique tout. Elle me regardait comme si j'étais un étranger. Comme si les 2 dernières années ne signifiaient rien. Hazel, si tu ne me crois pas, c'est fini. J'ai fini d'écouter. J'en ai déjà fini avec ça. Elle a retiré sa bague de fiançailles et l'a posée sur l'établi. Il y a toujours eu quelque chose qui clochait chez toi. Quelque chose de cassé. J'ai essayé de l'ignorer, mais je ne peux plus. Je ne peux pas épouser quelqu'un capable de ça. Je ne suis capable de rien. Je n'ai rien fait. C'est ce qu'ils disent tous. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers la porte. Je reviendrai demain pour mes affaires. Ne sois pas là. Et juste comme ça, elle était partie. Je suis resté dans le garage tenant cette bague de fiançailles, me sentant exactement comme à 17 ans, accusé à tort, jugé instantanément, complètement impuissant. Mais je n'avais plus 17 ans. Et j'en avais fini d'être impuissant. J'ai passé cette première nuit à faire ce que j'aurais dû faire il y a 13 ans. Monter un dossier. J'ai commencé par les bases. J'ai récupéré tous les enregistrements électroniques que j'ai pu trouver de 2010. Des relevés bancaires montrant où j'étais. Ensuite, j'ai creusé dans les réseaux sociaux d'Ashley. C'était une mine d'or. Son Facebook était public. Instagram aussi. J'ai passé des heures à faire défiler des années de publications. Sa vie étalée en photos soigneusement sélectionnées. Et ils étaient là. 2 enfants, Caden, 6 ans, Madison, 4 ans. Noms de famille différents. Père différent d'après les tags sur les vieilles photos. Un père ressemblait au cliché du bon à rien couvert de tatouages merdiques tenant un soda sur chaque photo. L'autre était un genre d'aspirant rappeur SoundCloud qui n'avait rien posté depuis 3 ans. Ces posts racontaient toute l'histoire. Mère célibataire en galère, travaillant à temps partiel, des posts constants sur la difficulté de sa vie, comment personne ne l'aidait, comment les pères étaient inutiles, des commentaires passifs-agressifs sur les factures et les loyers en retard, des histoires d'avis d'expulsion qu'elle retirait au bout d'1 heure. Mais j'ai tout capturé. Mais voici ce qui était intéressant. Elle avait un schéma. Ses réseaux sociaux étaient pleins de manipulations subtiles. Des posts sur la dureté de sa vie, sur le tort qu'on lui avait fait, sur le fait que les gens lui devaient des choses. Tous les quelques mois, une nouvelle crise, une nouvelle injustice, toujours la faute de quelqu'un d'autre.
J'ai trouvé des posts de 2019 disant que son ex-mari abusait financièrement d'elle en ne payant pas ses factures de carte de crédit après le divorce. Mentalité de victime classique. Victime professionnelle, vraiment. Rien n'était jamais de sa faute. Tout le monde était contre elle. 2 enfants de 2 paumés différents. Et d'une manière ou d'une autre, c'était le problème du monde entier, pas le sien. J'ai fait des captures d'écran de tout. J'ai appelé mon vieux pote Liam. Le mec était un sorcier avec les ordinateurs et me devait une fière chandelle pour lui avoir donné son premier vrai travail. J'ai besoin que tu analyses des fichiers images, lui ai-je dit. Des captures d'écran qui sont censées dater de 2010. J'ai besoin de prouver qu'elles sont fausses. Analyse forensique? Ouais, je peux faire ça. Envoie-les. Je lui ai transféré les captures d'écran qu'Ashley avait envoyées à Hazel, les mêmes qu'elle avait montrées à mes parents il y a 13 ans. Liam m'a rappelé 3 jours plus tard. Mec, c'est du grand n'importe quoi. Celui qui a fait ça a été négligent. Regarde. Il m'a expliqué via appel vidéo, affichant les images sur son écran. Tout d'abord, les formats d'horodatage sont faux. En 2010, les iPhones affichaient l'heure différemment. Ils utilisaient un gris plus clair et une graisse de police différente. Ceci montre le style plus sombre et plus gras qui n'est arrivé qu'avec iOS 9 en 2015. Petit détail, mais il est là. Il a zoomé sur une autre section. Tu vois ça? L'icône de la batterie. Ce design n'a pas été introduit avant 2014. En 2010, c'était plus rectangulaire, moins arrondi. Encore une fois, une petite erreur, mais cela prouve que ce n'était pas de vraie capture d'écran de cette période. Quoi d'autre? Maintenant, voici le gros morceau. Le numéro de téléphone. Tu as dit que c'était censé être ton numéro à l'époque. Ouais. Le format de l'indicatif régional est incorrect. Les numéros de l'Arizona dans cette interface devraient s'afficher différemment en fonction du stockage des contacts. On dirait que ça a été tapé manuellement dans un générateur plutôt que tiré d'une liste de contacts réels. Le formatage le trahit. Liam a fait défiler plus de détails. J'ai aussi vérifié la résolution et la compression. Ces images ont été enregistrées et réenregistrées plusieurs fois. Les artefacts JPEG montrent une perte générationnelle, ce qui signifie qu'elles ont été modifiées, exportées et manipulées. Une vraie capture d'écran prise sur un iPhone en 2010 et conservée dans les photos n'aurait pas ce schéma de dégradation à moins d'être passé par plusieurs applications de retouche. Tu peux mettre tout ça dans un rapport? J'y travaille déjà. Donne-moi un jour de plus et j'aurai une analyse forensique complète avec des annotations. Ce truc tiendrait la route si jamais tu en avais besoin légalement. Parfait. Merci, mec. Pas de problème. Celui qui a essayé de te piéger était un amateur. Il a laissé des empreintes partout. J'avais tout ce qu'il fallait pour l'enterrer. Mais voilà le truc avec la vengeance. Il ne suffit pas d'avoir des preuves. Il faut qu'ils se pendent avec leurs propres cordes. J'allais brûler sa vie jusqu'aux cendres, systématiquement, minutieusement, complètement. Mais d'abord, j'avais besoin de ses aveux enregistrés avec ses propres mots. Je ne voulais pas que quiconque remette en question la vérité. J'ai fait des recherches sur les lois d'enregistrement. Le Texas est un État, consentement unique, ce qui signifie que tant qu'une personne dans la conversation sait qu'elle est enregistrée, moi, c'est totalement légal. Admissible au tribunal, utilisable comme preuve. Parfait. Je suis allé chez Best Buy et j'ai acheté un petit enregistreur vocal numérique. Le genre qui ressemble à un stylo. Audio haute qualité. 8 heures d'autonomie. Je l'ai testé une douzaine de fois pour m'assurer qu'il captait tout clairement. Ensuite, j'ai passé une autre semaine à planifier l'approche. J'avais besoin qu'Ashley soit à l'aise. J'avais besoin qu'elle pense qu'elle avait gagné. J'avais besoin qu'elle avoue naturellement. Pas parce que je l'interrogeais, mais parce qu'elle se sentait assez en sécurité pour s'en vanter. J'allais lui faire tout avouer. Et ensuite, j'allais utiliser ses aveux pour la détruire. Mais d'abord, je devais passer un coup de fil. J'ai appelé Ashley depuis un téléphone prépayé. Je ne voulais pas qu'elle ait mon vrai numéro. C'est Walter. Il faut qu'on parle. Oh, Dieu merci. Est-ce que ça veut dire que tu vas me voir demain? Do Hermano, celui sur MC-Do? Midi vient seul. Pourquoi? Parce que tu veux ton argent, non?
Je pouvais pratiquement entendre son sourire à travers le téléphone. J'y serai. Je suis arrivé 30 minutes en avance. J'ai choisi une banquette dans le coin du fond où le bruit ambiant était assez faible pour que mon enregistreur capte tout clairement, mais assez fort pour que les autres clients n'entendent pas notre conversation. J'ai posé le stylo enregistreur sur la table comme si je le gardais juste à portée de main pour prendre des notes. J'ai lancé l'enregistrement. Ashley est entrée à 12h05. Elle avait mal vieilli. L'enfant prodige d'il y a 13 ans avait l'air fatigué et usé. Elle s'est glissée sur la banquette en face de moi, me regardant avec méfiance. « Alors tu as changé d'avis. » « Je l'envisage, ai-je dit. Mais j'ai besoin de comprendre quelque chose d'abord. » « Pourquoi maintenant ? Pourquoi après 13 ans ? » Elle a haussé les épaules. « Je te l'ai dit, je suis fauché. 2 enfants, des boulots pourris, pas d'aide. Tu t'en sors bien. » Ça semblait être une solution logique. « Comment as-tu même pensé à ça ? » Le chantage, je veux dire. Un petit sourire a traversé son visage. J'ai toujours su où étaient ces captures d'écran. J'ai pensé à les utiliser avant, mais je n'ai jamais eu le cran. Puis j'ai vu que ton entreprise marchait bien, et je me suis dit, pourquoi pas ? Tu me le dois de toute façon. Je te le dois. Bien sûr. J'ai dû vivre avec la culpabilité de ce qui s'est passé pendant 13 ans. Ça doit bien valoir quelque chose. L'enregistreur captait chaque mot. J'ai gardé un visage neutre. Comment as-tu même fait les captures d'écran à l'époque ? Elle s'est adossée, se mettant à l'aise. C'était le truc avec Ashley. Faites-la parler d'elle-même, et elle ne pouvait plus s'arrêter. Il y avait cette application. On pouvait falsifier des conversations par SMS, faire en sorte que n'importe qui dise n'importe quoi. J'ai passé genre 2 heures cette nuit-là à les rendre réalistes. C'était en fait assez amusant d'une manière tordue. Ça a dû être stressant, quand même. À 15 ans, inventer tout ça. Je paniquais, a-t-elle admis. Je me suis fait prendre avec Noah et je savais que mes parents allaient me tuer, me priver de sortie pour toujours, probablement me retirer du volet. J'avais besoin de quelque chose de gros pour les distraire, quelque chose qui leur ferait oublier ce que j'avais fait. Elle a fait une pause. Tu comprends maintenant, non, a-t-elle continué. Ne le prends pas personnellement. Ça aurait pu être n'importe qui. Tu étais juste là. J'avais envie de traverser la table et de l'étrangler, mais j'ai gardé ma voix calme. Et tu ne t'es jamais senti mal à ce sujet ? À propos de ce que ça m'a fait ? Elle a détourné le regard. Je veux dire, ouais, parfois. Mais genre, tu es retombé sur tes pattes, non ? Tu t'en sors bien. Mieux que bien. Donc, tout s'est arrangé. J'étais SDF à 17 ans. Mais tu n'es pas SDF maintenant. Tu t'en es remis. J'ai perdu ma famille, mes amis, ma vie entière. Elle a levé les yeux au ciel. Ok, donc ça a craint pendant un moment. Mais tu as réussi maintenant. Tu devrais en fait me remercier. Toute cette lutte t'a probablement rendu plus fort ou peu importe. Elle s'est penchée en avant. Écoute, je n'ai pas le temps pour un sermon moralisateur. Tu me donnes l'argent ou pas ? 46 000 €. C'est ce que tu as dit. C'est le chiffre. Et si je ne le fais pas, alors Hazel reçoit plus de capture d'écran. Tes partenaires commerciaux reçoivent un gentil email. Peut-être que je dépose une main courante. Je dis que je suis enfin prête à parler de ce que tu m'as fait il y a 13 ans. Je joue vraiment à fond la carte, j'avais trop peur de le signaler à l'époque, mais maintenant je suis assez courageuse, ça passe bien ces jours-ci. Tu mentirais aux flics. J'ai déjà menti à tout le monde. Qu'est-ce qu'un mensonge de plus ? Elle a eu un sourire narquois. De toute façon, personne ne te croirait plus que moi. Une pauvre mère célibataire avec 2 enfants contre un type avec un passé suspect et aucun lien familial. S'il te plaît, je serais aux infos comme une survivante. Tu serais sur le registre des délinquants sexuels. Chaque mot, chaque aveu, chaque menace. L'enregistreur prenait tout. Et tes enfants ? Ai-je demandé. Tu vas vraiment leur apprendre que le chantage c'est ok ? Mes enfants sont la raison pour laquelle je fais ça. Je suis sur le point de me faire expulser à nouveau. Tu crois que j'en ai quelque chose à faire de la morale en ce moment ? Je ferai tout ce qu'il faut. Donc c'est ça. Tu as ruiné ma vie à 15 ans.
Maintenant tu essaies de la ruiner à nouveau à 30 ans. Et tu ne te sens pas mal du tout. Elle a haussé les épaules. Je me sens mal de devoir faire ça. Mais je ne me sens pas mal de le faire. Il y a une différence. Je me suis reculé et j'ai croisé les bras. Et si je pouvais prouver que tu as menti sur tout ça? Son sourire a vacillé. Tu ne peux pas, et si j'avais une analyse forensique? La preuve que ces captures d'écran étaient fausses? Des preuves montrant toutes les petites erreurs que tu as faites? C'était il y a 13 ans. Personne ne s'en soucierait maintenant. Les tribunaux s'en soucieraient. Surtout quand je leur montrerai comment tu es actuellement en train de commettre un chantage. C'est un crime, Ashley. 3 à 5 ans de prison si je porte plainte. Tu ne le ferais pas, et c'est moi. Je me suis penché en avant. Voici comment ça va se passer. Tu vas poster des aveux complets sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, partout. Tu vas expliquer exactement ce que tu as fait il y a 13 ans. Comment tu as falsifié les captures d'écran. Comment tu as menti à tout le monde. Comment tu as détruit ma vie pour sauver tes fesses. Et tu vas t'excuser publiquement. Pas question. Option 2. Je prends toutes ces preuves plus les aveux que tu viens de me faire. Ouais, j'enregistre toute cette conversation, état à consentement unique, totalement légal. Et je te colle un procès, diffamation, détresse émotionnelle, perte de salaire. Je te poursuivrai pour tout ce que tu vaux, ce qui n'est certes pas grand-chose, mais je m'assurerai que tu passes la prochaine décennie au tribunal. Je porterai plainte au pénal pour le chantage. J'enverrai tout ça au service de protection de l'enfance et je leur ferai savoir quel genre de personne élève ses enfants. Je brûlerai ta vie si complètement que tu souhaiteras n'avoir jamais entendu mon foutu nom. La couleur a quitté son visage. Walter. Ce sont tes options. Poste les aveux, encaisse les coups de tes amis et de ta famille, et c'est fini. Ou bats-toi contre moi là-dessus et passe les 13 prochaines années avec des problèmes juridiques pendant que je me fais une mission personnelle de te ruiner. Mes enfants. Tu aurais dû penser à tes enfants avant de décider de me faire chanter. Elle tremblait maintenant. Une vraie peur, pas les fausses larmes d'il y a 13 ans. Qu'est-ce que tu choisis? Elle m'a regardé, réalisant que je l'avais complètement coincé. Les aveux, a-t-elle finalement chuchoté. Bien. Tu vas les poster aujourd'hui. Tout de suite. Tu vas les écrire sur ton téléphone et les poster avant de quitter ce restaurant. Et ça a intérêt à être détaillé. Ça a intérêt à tout expliquer. Et si tu essaies de les supprimer plus tard, j'ai des captures d'écran et je m'assurerai que tout le monde les voit. Elle a sorti son téléphone avec des mains tremblantes. Ashley est restée assise là pendant 20 minutes à taper sur son téléphone. J'ai surveillé chaque mot. Je lui ai fait réécrire des parties qui n'étaient pas assez claires. Je lui ai fait ajouter des détails qu'elle essayait de sauter. Je lui ai fait prendre l'entière responsabilité sans aucune excuse bidon sur le fait d'être jeune ou effrayée. Quand elle a enfin fini, elle m'a montré le brouillon. Poste-le, ai-je dit. Walter, s'il te plaît. Mes amis vont voir ça. Ma famille. J'ai dit, poste-le. Elle a appuyé sur le bouton. Le statut a été publié sur Facebook. Elle est passée sur Instagram et a posté la même chose. J'ai sorti mon propre téléphone et j'ai fait des captures d'écran de tout. Les aveux, les horodatages, tout. Encore une chose, ai-je dit. Tu vas envoyer ça à mes parents et à tes parents et à tout le monde dans la famille. Tu vas t'assurer qu'ils voient tout ce que tu viens de poster. Walter. Fais-le ou je commence à appeler des avocats. Elle a créé un groupe de discussion familiale, a déposé le lien vers ses aveux, a appuyé sur envoyer. En quelques secondes, les réponses ont commencé à arriver, choc, colère, incrédulité. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je peux partir maintenant, a-t-elle demandé, des larmes coulant sur son visage. Des vrais cette fois. Encore une chose. Si jamais tu me recontactes, jamais, et je porte plainte. Si jamais tu essaies de revenir en arrière, de prétendre que tu as été contrainte, de dire autre chose que la vérité, j'ai cet enregistrement, j'ai toutes les preuves, et je vais tellement bousiller ta vie que tu auras besoin d'une thérapie juste pour te rappeler à quoi ressemble la normalité. C'est clair? C'est clair. Sors. Elle a attrapé son sac à main et a pratiquement couru hors du restaurant.
Je suis resté assis là quelques minutes à regarder les commentaires arriver sur son post. Ses amis, sa famille, tous ceux qu'il avait cru il y a 13 ans voyaient maintenant la vérité. Mon oncle a commenté, « Comment as-tu pu faire ça ? Ma tante, je n'arrive pas à croire que tu aies menti sur une chose pareille. Ma mère, où est Walter ? Est-ce que quelqu'un a son numéro ? » Ses propres amis se retournaient contre elle en temps réel. Des commentaires sur quelle horrible personne elle était, comment il lui avait fait confiance, comment il ne pouvait pas croire qu'elle détruirait la vie de quelqu'un comme ça. C'était magnifique. J'ai payé l'addition, empoché l'enregistreur et je suis sorti de ce restaurant en me sentant plus léger que je ne l'avais été en 13 ans. Les aveux se sont répandus comme une traînée de poudre. En 24 heures, tout le monde dans notre famille élargie les avait vus. Tout le monde de notre ville natale, tout le monde dans le cercle social d'Ashley. Les captures d'écran étaient partagées. L'histoire était disséquée. Les gens prenaient parti. La plupart des gens étaient de mon côté. Finalement, son employeur l'a vu. Apparemment, les spas médicaux n'aiment pas garder des réceptionnistes connus pour avoir fait de fausses accusations. Elle a été virée une semaine après la mise en ligne du poste. Son propriétaire l'a vue. Elle était en retard sur le loyer depuis 3 mois de toute façon, et les aveux ont été la goutte d'eau. Avis d'expulsion signifié dans la semaine. Ses amis se sont retournés contre elle. Les commentaires sur son poste d'aveu sont devenus brutaux. Des gens qu'elle connaissait depuis des années la voyaient soudain pour ce qu'elle était, une menteuse manipulatrice qui a détruit la vie d'une personne innocente pour se sauver elle-même et n'a ressenti aucun remords jusqu'à ce qu'elle se fasse prendre. Même ses parents, ma tante et mon oncle, ont posté leurs propres déclarations, des excuses publiques à mon égard pour ne pas m'avoir cru il y a 13 ans. Un aveu qu'ils m'avaient laissé tomber en tant que famille. Une promesse de réparer les choses. Trop peu, trop tard. Mais au moins c'était quelque chose. Mes parents ont essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu. Ils ont laissé des messages vocaux. Ma mère pleurant, s'excusant, me suppliant de rappeler. Mon père, pour une fois dans sa vie, admettant qu'il avait eu tort, disant qu'il aurait dû se battre pour moi, qu'il aurait dû me croire, qu'il aurait dû être un meilleur père. Les messages vocaux étaient agréables à entendre, je suppose. Une validation après plus d'une décennie de silence. Mais ils ne changeaient rien. Ils m'avaient jeté quand j'avais le plus besoin d'eux. Ils ne disaient désolé que lorsque les preuves étaient trop accablantes pour être ignorées. Ce n'est pas de l'amour. C'est sauver les apparences. J'ai supprimé les messages vocaux. Hazel s'est présentée chez moi 4 jours après que les aveux soient devenus viraux. J'étais dans le garage en train de travailler sur l'inventaire quand elle a frappé. Walter. Je ne me suis pas retourné. Je pensais que tu avais besoin d'espace. J'ai vu les aveux d'Ashley. Toute l'histoire. Tout ce qu'elle a admis. Je suis désolé. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû te croire. C'est du passé maintenant. On peut en parler ? Je me suis enfin retourné. Qu'y a-t-il à dire ? Tu as été assez clair sur ta position. J'ai fait une erreur. Je veux arranger ça. Je veux qu'on arrange ça. Tu as jeté 2 ans parce qu'une inconnue t'a envoyé des captures d'écran. Tu l'as cru elle plutôt que moi sans poser de questions. Tu as dit que j'étais capable d'agresser une fille de 15 ans. Pourquoi diable voudrais-je arranger ça ? Parce que tu m'aimes. Plus maintenant. Au passé. Je suis retourné à l'ordinateur portable sur lequel je travaillais. Tu ne peux pas revenir juste parce que tu as réalisé que tu avais merdé. Les actes ont des conséquences. Walter, c'est fini. Hazel. Je l'ai entendu pleurer, mais je n'ai pas levé les yeux. Après quelques minutes, j'ai entendu la bague heurter l'établi, puis des bruits de pas, puis la porte se fermer. La meilleure partie de tout ça, c'est pour les enfants d'Ashley. Les services de protection de l'enfance ont reçu un signalement anonyme, certainement pas de ma part, concernant une mère qui avait admis avoir fait de fausses déclarations et tenté un chantage. Ils ont fait une visite à domicile, ont découvert qu'elle était en cours d'expulsion, qu'elle était en retard sur ses factures, qu'elle avait perdu son emploi et n'avait aucun revenu. Les enfants sont allés vivre temporairement chez ses parents le temps qu'Ashley remette de l'ordre dans sa vie, ce qui, soyons honnêtes, n'arriverait probablement jamais. Mon oncle m'a envoyé un email une semaine après que tout a explosé. Un long pavé essayant d'expliquer à quel point il était désolé, comment ils avaient protégé leur fille, comment ils n'avaient aucun moyen de savoir qu'elle mentait,
Comment ils espéraient que je pourrais trouver la force de leur pardonner? Il a mentionné qu'ils aidaient Ashley avec les enfants, qu'elle était dans une mauvaise passe, et que peut-être, si je me sentais d'humeur à aider financièrement, cela contribuerait grandement à guérir la famille. J'ai ri si fort que j'ai failli tomber de ma chaise. Ces putains de gens m'ont jeté dehors à 17 ans, ont cru des mensonges sans preuve, m'ont laissé souffrir pendant plus de 10 ans, et maintenant ils voulaient que j'aide Ashley parce qu'elle était en difficulté. Non, sans façon. 6 mois plus tard, la vie avait repris un cours normal. L'entreprise d'électronique se portait toujours bien. J'avais embauché 2 employés de plus et je m'étais étendu aux contrats commerciaux. L'argent rentrait régulièrement. La réputation était solide. Ashley, d'après ce que j'ai entendu dire, était complètement foutue. Elle a perdu son travail, son appartement, et vit chez ses parents à 29 ans. Ses enfants étaient toujours chez ses parents parce qu'elle ne pouvait pas se payer son propre logement. Ses amis l'avaient abandonnée. Sa réputation était détruite. Les aveux étaient toujours sur ses réseaux sociaux. Elle avait essayé de les supprimer une fois, mais j'avais fait des captures d'écran de tout et je les avais envoyées à tous ceux qui avaient commenté, m'assurant qu'Internet n'oublierait jamais ce qu'elle avait fait. Chaque fois qu'un employeur potentiel tapait son nom sur Google, ses aveux apparaissaient. Chaque fois que quelqu'un du passé la cherchait, ses aveux apparaissaient. Elle avait réussi à faire en sorte que les conséquences de ses actes la suivent pour toujours. Tant mieux. Quant à moi, j'avais enfin trouvé la paix avec tout ça. Pendant 13 ans, j'avais porté ce poids, cette colère, ce besoin de prouver que j'étais innocent. Et maintenant, je n'avais plus rien à prouver. La vérité était connue. Les gens qui comptaient savaient ce qui s'était vraiment passé. Je n'avais besoin de personne. J'avais mon entreprise. J'avais ma vie. Et j'avais tout construit moi-même. J'ai commencé un nouveau passe-temps à cette époque, la restauration de voitures classiques. J'ai acheté une Chevelle SS de 1969 pour 11 000 € lors d'une vente de succession. La famille ne savait pas ce qu'elle avait. C'était un tas de rouille, mais le châssis était solide et les numéros correspondaient. J'ai passé mes soirées dans le garage à reconstruire cette voiture de A à Z, c'était incroyablement thérapeutique. Prendre quelque chose de cassé et le rendre meilleur qu'avant semblait approprié compte tenu de tout. Quand j'ai fini la Chevelle 6 mois plus tard, je l'ai mise en vente sur un site d'enchères juste pour voir. Elle s'est vendue pour 62 500 €. C'est là que j'ai réalisé que j'avais trouvé ma prochaine aventure. J'ai commencé à faire les ventes de succession, les enchères, les annonces en ligne, à la recherche de voitures à restaurer, les achetant pas cher, les rénovant, les revendant avec un sérieux bénéfice. L'entreprise d'électronique continuait de payer les factures, mais les voitures payaient pour mon avenir. En un an, j'avais restauré et vendu 12 véhicules. Le bénéfice moyen par voiture était d'environ 32 000 €. L'argent était indécent. Le travail était satisfaisant. Et personne ne se souciait de mon passé parce que tout ce qui comptait était de savoir si je pouvais transformer leur tas de rouille en voiture d'exposition. Je gagnais environ 185 000 € par an rien qu'avec les restaurations. Plus l'entreprise d'électronique, plus des investissements intelligents que j'avais faits avec tout cet argent supplémentaire. À 31 ans, je valais environ 1 million d'euros. Pas de quoi prendre ma retraite, mais sacrément confortable. Et j'avais fait tout ça sans eux, sans ma famille, sans Hazel, sans tous ceux qui doutaient de moi. Juste moi, mes outils et mon refus de laisser la vie des autres définir la mienne. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires. Merci.